avant vous avez parlé de catégories, alors il y a une catégorie dont il faut se méfier, c'est bien tout ce qu'on englobe dans l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Alors est-ce que c'est le Grèce? Est-ce que c'est Poutine, le néo-christianisme? Et on sait que les Russes étaient très intéressés à un moment donné par la revue Éléments, notamment l'idéologue officiel Dugin, Alexandre Dugin, et qui après a rejoint Poutine et son mouvement néo-chrétien. Ou alors est-ce que c'est le ministre des Affaires militaires israélien? Ou alors est-ce que c'est Daesh? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? On peut mettre un tas de choses là-dedans. En tout état de cause, si on considère comme étant d'extrême droite ce qui est belliciste et militariste, je pense que ce sont les néoconservateurs américains qui ont foutu le bordel au Moyen-Orient, qui sont d'extrême droite. Et dont nous avons d'ailleurs exactement les conséquences. Oui. D'accord, mais comment vous reliez ça maintenant avec la pensée de Julien Freund? Non, ben là, j'ai réagi par rapport à ce qui avait été dit concernant les catégories. Quoi. En fait, je ne sais pas, d'ailleurs, pour revenir un peu en arrière, d'où vient cette question sur l'anti-humanisme de Freud? C'est pas du tout moi qui l'ai posé. Je pense que c'est un contresens, parce qu'il n'est pas anti-humaniste, il est humaniste à sa manière. Je crois qu'il est pas celle de tout le monde. Mais la grande différence, c'est ce qui a été dit par mon voisin aussi, c'est qu'au départ, il y a effectivement une différence très importante et intéressante entre la manière de considérer la sociologie déjà, parce que c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est qu'il y a cette très forte influence de Max Weber qui n'était pas du tout présente en France à l'époque et qui consiste plutôt à voir à être plus descriptif qu'optatif, c'est de ne pas confondre la pensée et le wishful thinking, c'est-à-dire comment on aimerait que l'être humain soit et ce qu'il n'est pas, effectivement. Ça c'est un point positif à mon avis. Bon, c'est toujours une opinion personnelle de Julien Freund dans la manière qu'il a eu de charrier la pensée de Max Weber. Au contraire, dans la sociologie française, il y avait la forte influence de Durkheim, qui était quelqu'un qui était très à gauche. Ensuite, la réaction de Jean Hippolyte, c'est tout à fait caractéristique. Effectivement, Hippolyte a refusé de diriger la thèse de Freud. Et à côté de ça, Raymond Aron, lui aussi, l'avait déjà bien lu. Il connaissait très bien Max Weber à l'époque. Et c'est vraiment une différence très tranchée entre les sociologues allemands et les sociologues français. Et c'est là que Freud, effectivement, a apporté quelque chose vraiment à la sociologie française. Je pensais que vous aviez cité Simmel aussi. Oui, Simmel est une grande et haute référence de Julien Freud aux côtés de Max Weber, mais vous avez raison de souligner que la dette de Freud vis-à-vis de Max Weber est énorme. C'est incontestable. Dans sa pensée du conflit, du polémos, etc., Simmel a été un penseur important, effectivement. Enterré à Strasbourg, n'est-ce pas? Et on pourrait s'interroger aussi sur le rapport à l'argent. Si vous voulez, vous avez parlé de mode et de chiquisme tout à l'heure. Je pense que Julien Freund, par son personnage lui-même, c'était un contempteur de tout le monde de l'argent. Donc il ne pouvait pas être libéral, ça c'est clair, il ne pouvait pas être marxiste, puisque l'argent le rebutait, et je pense qu'il avait lu en particulier Simmel et aussi d'une certaine façon Max Weber sur ce sujet. Ce qui n'empêchera pas, pour revenir à Strasbourg, les presses universitaires de Strasbourg ont sorti un bouquin, c'est le dernier bouquin de Julien Freund, à titre posthume d'ailleurs, c'est l'essence de l'économie, qui est totalement méconnu et qui définit l'économique par la recherche et la gestion de la rareté. Hein? Et on est là, de nouveau, pas loin du politique, puisque là, l'économique est subordonnée au politique, et on gère, dans l'intérêt de la population et du peuple qu'on a à défendre, à entretenir, à nourrir, l'économie. Pour rejoindre ce que vous dites, il était plus pour une économie de subsistance que pour une économie de production. Je dirais enfin, pour un peu. Non, mais justement, Taguieff, dans la biographie qu'il consacre à Freud, il lui accole cette caractéristique. Il disait de lui que c'était un libéral conservateur insatisfait. Alors vous disiez qu'il n'était pas libéral,
il n'est pas libéral au sens qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire où l'argent roi, le toujours plus, comment dire, la métaphysique de l'illimité un petit peu, mais il était libéral dans le sens aronien, si on peut dire, c'est-à-dire dans le sens où il devait y avoir une sphère privée et il ne devait pas y avoir un totalitarisme qui comment dire, étendrait à l'infini la sphère publique. Il devait y avoir une dissociation de la sphère publique et de la sphère privée. Donc libéral, un des éléments de sa définition de politique, c'est cette opposition public-privé qui veut dire notamment qu'il y a nécessairement une pluralité d'opinions dans la société, et cette pluralité d'opinions, c'est ce qu'exprime la notion de privé, alors que le public, c'est un peu l'opinion commune ou imposée par le système, le pouvoir, etc. Mais je crois que l'aspect de Julien Freund, il veut être un réaliste, hein, donc, effectivement on évoquait la différence entre les sociologues allemands et les sociologues français. Pour faire caricature, on peut dire que les sociologues allemands sont du côté du Sein et les sociologues français sont souvent du côté du Sollen. Hein, et Freund, lui, il veut être avant tout un réaliste. Il veut regarder les choses telles qu'elles sont, et il ne veut pas se perdre dans des visions un peu, disons comme ça, un peu romantiques de ce qui est souhaitable. Je crois qu'il a été très marqué par un épisode qu'on évoque dans la résistance. Hein. Il était donc dans un groupe de résistants communistes, et là, le chef de ce groupe de résistants avait une maîtresse dont il voulait se débarrasser. Alors il l'a accusée de trahison, et cette fille a été d'abord violée par tout le groupe et ensuite exécutée au petit matin. Pour lui, c'était, je dirais, une sorte de révélation de la brutalité des faits tels qu'ils sont. Voilà, ça n'a pas empêché de refuser de participer au peloton d'exécution, le seul qui a refusé. Et il avait plaidé pour elle, il avait essayé de la défendre devant le tribunal. Ça, je pense, je suis reconnaissant de Marc Lassalle, c'est quelque chose que Julien Freund narre dans certains de ses bouquins, l'entretien avec Blanchet, l'aventure du politique. Et je me souviens, il en parlait, ça l'a marqué, ça. Hein, il ne pouvait pas concevoir que les salauds pouvaient être à côté de vous. Hein, alors que précisément, les catégories dont nous avons parlé un instant pouvaient faire métaphysiquement une queue buto. Et ça l'a vacciné sur pas mal de choses. Hein, y compris de la politique, puisqu'il a fait un peu de politique politicienne, semble-t-il. SFIO au sortir de la guerre. UDSR, je crois. UDSR. Ouais, enfin bon, bref, là, le sujet. Sans doute, ça ne doit pas être. Et ça faisait son pognon. Il avait avec lui, c'était la vilainie humaine, donc là, le côté sociologique a sans doute rejailli.